L'arrivée récente de la Suède et de la Finlande dans le club otanien n'a pas changé de manière drastique l'équilibre dans l'espace baltique, mais modifie désormais la doctrine de défense dans cette région au vu de l'augmentation du degré de coopération. La modernisation en cours des forces scandinaves associée à la prise de conscience politique de leurs élites s'est effectuée en miroir de la décroissance des capacités militaires russes dans l'oblast de Kaliningrad. Cette semaine, chez Defense Insider, la bataille pour la Baltique est-elle déjà perdue pour la Russie? La position russe. La concentration des forces navales russes dans l'oblast restreint naturellement la capacité de manœuvre initiale. Néanmoins, le volume disponible et la puissance des unités stationnées comportent une certaine dimension dissuasive. En l'occurrence, pour les plus grosses unités, on identifiera un destroyer Sovremini, 2 frégates Neustrachimi, 4 corvettes Stereguchi, 4 corvettes Bouyan, 8 Tarantul Nanushka et enfin 4 corvettes ASM Parchim. Cela représente un taux fictif de 100% de disponibilité, 80 tubes pour missiles de croisière et 92 tubes pour missiles anti-navires, ce qui dans le cadre de cette mer fermée est correctement dimensionné. Le volet naval est renforcé par des batteries anti-navires côtières type Bastion, plusieurs régiments de S-300 et S-400 et une aviation de qualité avec 5 régiments de chasseurs Su-27, 30 et 35. Et surtout des intercepteurs MiG-31 BM aptes à l'emport du missile hypersonique Kinjal. Le positionnement de lanceurs balistiques Iskander crée une bulle de frappe potentielle sur les cibles à haute valeur des pays limitrophes de l'enclave. Numériquement, les forces russes sont à égalité avec les forces de pays scandinaves, ce qui sous-entend qu'une partie de la décision serait emportée par la capacité des belligérants à faire parvenir des renforts. Les détroits du Danemark, comme goulot d'étranglement naturel, et en conséquence leur contrôle, est essentiel pour limiter les options de renforts russes privés de la flotte du Nord. Les Allemands et les Norvégiens sont donc des acteurs essentiels dont l'effet dépend de leur volonté d'engagement, le trio Suède, Danemark, Finlande formant le cœur des forces de l'OTAN dans le secteur et constituerait le bloc à neutraliser par Moscou. Des nations dont l'esprit traditionnel de résilience s'est émoussé avec la fin de la guerre froide et une certaine prospérité économique. La doctrine scandinave. Composée de forces navales réduites et de bâtiments de faible tonnage, une grande importance est donnée à la polyvalence et à la mobilité. Moyen le plus aisé et le moins coûteux pour saturer cet espace, le minage. La faible profondeur facilite d'autant plus la pose de mines et de bâtiments de petite dimension peuvent être facilement convertis, notamment à la manière des vedettes CB-90 suédoises aptes au mouillage de mines. Ce mode d'action prend d'autant plus d'importance que les pays occidentaux sont dramatiquement dépourvus de batteries côtières. Le Danemark a fourni tous ses harpoons à l'Ukraine et la Suède ne possède qu'une seule batterie pour des missiles nationaux RBS-15 Mark II. L'achat d'une seconde batterie est à l'étude, mais le projet ne pourrait aboutir qu'en 2030, un délai absurdement long. Les Finlandais possèdent aussi quelques batteries RBS-15, en plus d'une vingtaine d'obusiers, afin de défendre leur multitude d'archipels. Fort de ce constat, la lutte anti-navire trans-horizon reposerait principalement sur la centaine de JAS 39 Gripen suédois pouvant mettre en œuvre le RBS-15. Outre le blocus de Détroit, 2 nouvelles batteries pourraient finir de transformer l'île stratégique du Gotland en bastion avancé à 300 km de Kaliningrad. Depuis janvier 2018, un régiment de blindés équipé de CV-90 y est déployé en complément de missiles antiaériens RBS-23. L'affrontement initial serait donc un échange à distance de salves de batteries côtières synchronisées avec des opérations de minage, le succès reposant sur la capacité aérienne scandinave à maintenir les aéronefs russes à distance. Dans le domaine aérien, la priorité est au réarmement des capacités SAM. Les Israéliens pourvoient en l'état les premières commandes de Front de David et de système Arrow 3, les patriotes américains complétant en urgence les derniers achats suédois. Pour les Danois, la défense antiaérienne serait assurée par les 3 frégates classe Iver Huitfeldt, parfaitement aptes à la défense de théâtre. Si l'on ajoute les capacités allemandes, Balt et les éléments du SNMG-1 pour Standing NATO Maritime Group 1, les éléments russes locaux ne peuvent suffire à briser le verrou otanien de la Baltique. Dès que des aéronefs russes tenteraient une sortie, ils seraient immédiatement suivis par les stations du Baltic Air Surveillance Network ainsi que par les Global Eyes suédois, ou par les E3 sous commandement OTAN opérant depuis l'Allemagne. Si tous les pays entourant la Baltique poursuivent leur effort de modernisation et d'achat de systèmes de déni d'accès aérien et côtiers au rythme actuel, il n'y a pas de victoire raisonnablement possible pour les unités russes comprises entre Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. Les chances russes. Fort du constat précédent, quelles seraient les possibilités russes de déstabiliser le dispositif adverse? Tout d'abord, personne ne peut certifier de la véritable capacité du Danemark, de la Suède, de la Finlande, des Baltes et de l'Allemagne, et des divers détachements otaniens minoritaires de véritablement coopérer efficacement. Le standard OTAN est une chose, mais la mise en œuvre d'une intrication capacitaire dans l'optique d'une stratégie M2MC en est une autre. Ensuite,
La volonté politique occidentale de rendre la Baltique impraticable par le minage, la constante tension due à de potentielles infiltrations côtières, les déplacements de populations dont les pays ont leur capitale dans la zone de frappe potentielle de missiles balistiques conventionnels, ces éléments sont pour l'instant à nos yeux inassimilables pour la résilience des pays concernés, pays baltes exclus. Autre atout russe, construire un environnement électroniquement insupportable pour maintenir un style d'opération otanien classique et forçant un abaissement de l'intensité des activités scandinaves. De prime abord, la situation géographique et capacitaire des Russes est mauvaise, mais l'Europe du Nord a-t-elle les reins assez solides pour entrer dans une logique de frappe respective ? Sans mettre en danger d'aéronefs, des bastions et des Iskander couplés à des vagues régulières de drones constituent une dissuasion conventionnelle qui est pour l'instant tout à fait crédible. L'intérêt militaire russe n'est pas à l'offensive générale, mais un échange attritionnel que l'industrie européenne ne pourrait compenser. Le trio Danemark, Suède, Finlande est donc dans une situation où le conflit doit arriver. Ils devront maintenir l'initiative constamment et neutraliser toute capacité militaire longue ou moyenne portée dans l'oblast avant la fin de leur faible stock de missiles. Les grands attendus européens. La problématique de notre trio est la même que pour bien d'autres pays européens. Comment augmenter mon budget afin de conserver le plus grand spectre de capacités possible, moderniser mes forces, et le tout sans m'aliéner une opinion publique vigilante ou ignorante de la question militaire. Les Danois, par leur taille, sont un laboratoire intéressant. Leur petit budget de 4,85 milliards d'euros en 2024 doit passer en 2030 à 5,5 milliards. Leur faible nombre de grands exercices les oblige à investir dans l'emploi des forces avant le renouvellement en masse. Leur don à l'Ukraine, grevant leur inventaire, certaines capacités sont à reconstruire. L'artillerie en est un exemple, avec pour la France la fâcheuse commande auprès d'Israël de 19 obusiers Atmos 2000 et de 8 lance-roquettes multiples Pulse. Les Iver Huitfeldt ont montré des problèmes de mise en œuvre de la missilerie en mer Rouge cette année, mettant en exergue un manque d'expertise et de pratique. Enfin, le don de F-16 diminuant l'inventaire avec un rythme de livraison de F-35A très long, avec seulement une dizaine d'exemplaires pour l'instant admis au service. Côté suédois, c'est le retour du concept de la défense totale et une refonte du service militaire. Une mobilisation forte de la population dans les organismes de défense civile et surtout un passage du budget de la défense de 5,7 milliards d'euros à 11,1 milliards d'euros dans les 4 dernières années. Cela a permis la relance de plusieurs programmes majeurs d'armement, comprenant notamment la modernisation de la flotte de Léopard 2 à 5, la commande de 350 véhicules blindés de transport de troupes Patria XA300 et surtout de 45 canons d'artillerie automoteur Archers ayant prouvé leur valeur en Ukraine. Deux autres programmes connaissant une médiatisation plus importante, à savoir la livraison d'une soixantaine de Gripen dans la version E, l'achat de 5 nouvelles corvettes de classe Visby et d'au moins 2 nouveaux sous-marins AIP de classe Blekinga. La dimension sous-marine est capitale dans le cadre de ce théâtre car les capacités suédoises, par leur qualité matérielle et humaine, sont en mesure de totalement paralyser les navires russes dans leurs ports. Pour conclure, vous l'aurez compris que la partie est mal engagée pour la Russie en Baltique, même si elle conserve un avantage dans des champs dits hybrides et dans les capacités de frappe dans la profondeur. Les Scandinaves, de leur côté, font preuve de dynamisme doctrinal et d'efforts budgétaires pour se préparer au pire. Le contexte ukrainien influent grandement sur son cousin balte. Chaque évolution du front à l'est nous rapproche d'un durcissement des interactions dans l'espace balte. Nous pouvons dans ce cadre nous interroger sur le rôle que la France pourrait jouer dans cette mer fermée, notamment dans la guerre des mines. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En 2024, vous êtes plus de 88,2% à regarder nos vidéos sans être abonné. En vous abonnant et en mettant un j'aime, cela aide YouTube à comprendre que vous appréciez ce contenu et vous permet d'être notifié des prochaines mises en ligne. De même, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour du contenu régulier ou encore achetez le dernier numéro de la revue. Merci et à la prochaine!